Monsieur Méchaly, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cet entretien pour les Assises du corps transformé. Monsieur Méchaly, vous êtes membre de l'Académie des sciences, vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialisé en recherche génomique. Je voulais vous demander, aujourd'hui, quel est votre point de vue sur la révolution des sciences, la révolution du vivant actuellement? Alors, il est vrai que nous assistons actuellement à une vraie révolution dans le domaine du vivant. Le XXe siècle a vu la révolution qu'a amené la physique et l'informatique dans notre vie de tous les jours. J'allais dire, ce téléphone, c'est issu de cela, la télévision, etc. Ces caméras, sans doute, qui nous filment. Et ce siècle-là sera sans aucun doute, et c'est une certitude, le siècle d'une véritable révolution biologique à la fois dans les soins des patients, à la fois dans nos capacités à comprendre et sans doute à intervenir sur le vivant. Avec un apport énorme justement de ces sciences du XXe siècle que sont l'informatique, Oui, qui ont révolutionné le champ de la biologie. absolument. C'est une des grandes révolutions de la biologie à l'heure actuelle. C'est que, vous savez, c'est souvent quand on a deux matières comme ça, deux connaissances qui rentrent en contact, il y a toujours une des deux au moins qui va en tirer un énorme profit et qui va faire un saut de connaissances. Et en ce moment, l'informatique est en train d'amener énormément à toute la compréhension du vivant, et elle rentre en masse donc dans nos recherches fondamentales, mais elle rentre aussi en masse va rentrer en masse, elle rentre déjà en masse dans la clinique, dans les soins aux malades, dans les compréhensions de leur maladie. Et ça, c'est une évolution qui est quasiment inarrêtable. La bioinformatique, dans quelques années, probablement même le médecin généraliste devra l'utiliser pour comprendre la maladie qu'a un de ses patients, par exemple. Avec peut-être une altération de la relation médecin-patient. Alors, oui, sans doute, sans doute, sans doute. Il faudra la penser différemment. Donc, je pense que quand même, les relations, comme vous dites, patients-malades seront et resteront essentielles. Restaurant humaine. Elles resteront humaines. La seule différence, si vous voulez, c'est la quantité de données qu'il faudra que le généraliste traite. J'allais dire, depuis la Grèce antique, on traitait nos humeurs, comme on dit, les urines, le sang, et on donnait un diagnostic. Et même à l'heure actuelle, un médecin généraliste, souvent, va prescrire une dizaine d'analyses, une quinzaine d'analyses, bon, peut-être un petit peu plus. Avec l'arrivée de l'informatique et les connaissances de la génomique en particulier, il peut arriver jusqu'à des dizaines ou des centaines de millions d'informations sur un individu qui vont arriver. Donc un généraliste, par exemple, ne pourra pas les traiter tout seul. Il faudra qu'il les traite avec un outil informatique. Donc voilà, là, je veux dire, le degré d'analyse du généraliste va être différent, mais sa relation avec le patient restera la même. Mais il faudra sans doute qu'il passe ça aussi au moulinage informatique pour certaines maladies, pas pour tout, pas pour un petit bobo à la main, entendons-nous, hein. Des maladies plus complexes. Et Oui. ça, vous le voyez à l'orée des années 20, des années 30. C'est difficile Alors, dans les hôpitaux, c'est déjà maintenant le cas. Dans beaucoup de centres de cancérologie, on séquence déjà les tumeurs de patients parce que selon le type de mutation qu'ils auront dans leur gène, vous savez que les cancers sont très différents et d'un individu à un autre, il peut avoir des causes différentes et donc un traitement différent. Si on arrive en analysant ces tumeurs, on peut savoir euh, qu'est-ce qui a provoqué peut-être chez un patient cette tumeur qui ne sera pas la même chose que dans un autre patient. Et dans ce cas-là, on va adapter une thérapie qui sera différente. Ça, c'est déjà appliqué de nos jours dans beaucoup de centres de cancérologie. C'est déjà appliqué. On séquence les tumeurs de patients. Donc, c'est actuel. Et ce qu'on fait en ce moment en cancérologie, où c'est probablement le secteur qui en ce moment est en train de bénéficier le plus de ces apports de la génomique, on va le voir arriver très certainement, on va dire, dans les 10 à 20 prochaines années, dans énormément de maladies. Alors justement, c'est les biotechnologies. Actuellement, où est-ce qu'on en est? Donc, on arrive à faire ce séquençage Oui, du génome dans sa totalité, du génome oui, humain. tout à fait, tout à fait. Et les manipulations, les segmentations par enzymes segmentantes, les remplacements de gènes. Les remplacements de gènes. Alors oui, alors le séquençage d'abord, comme vous le savez, le séquençage du génome humain dans son entier a été a été abouti en 2003 sur un projet qui a coûté 3 milliards de dollars. En 2003, hein, c'est-à-dire c'est 12 ans.
12 ans après, on peut séquencer votre génome pour 1 000 $. Donc on passe de 3 milliards à 1 000 $. Et ce qu'on dit, c'est qu'à l'horizon 2020-2025, peut-être même avant, parce que c'est exponentiel, on arrivera à probablement une centaine de dollars, à une centaine d'euros, on va dire. Une centaine d'euros, c'est accessible à beaucoup de monde de séquencer leur génome. J'imagine que ce sera peut-être un cadeau. De nos jours, on offrira le séquençage, on dira je te prélève un petit peu de ta salive, bon anniversaire, voilà ta séquence sur un CD ou sur une clé USB, et voilà. Alors, ça, c'est donc un horizon très, très, très court, hein. Alors après, quels sont les aboutissants de pouvoir disposer de sa séquence complète de son génome, donc de toutes ces informations? Là, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est quelque chose d'actuel. C'est quelque chose d'actuel et qui sera accessible très très vite. Après, le remplacement, la deuxième partie de votre question, qui est le remplacement d'une partie de notre génome pour, on va dire, arranger une cellule, dire enlever quelque chose qui n'est pas bien dans son information, hein, puisque notre ADN, c'est comme une copie, un grand disque dur, et il y a des fois des erreurs. Alors on peut dire, on va essayer de modifier cette erreur, hein. Alors ça, c'est un peu plus difficile, mais on a des nouvelles technologies qui arrivent encore assez récemment, dans les 4 à 5 dernières années qui sont arrivées, qui montrent que ça va être possible bientôt de le faire, alors qu'il y a 15 ans, ça ne l'était pas. D'ailleurs, ça me fait penser aussi que, voilà, je vous ai dit que la révolution bioinformatique, c'était quelque chose d'énorme. Ça n'empêchera pas que la recherche expérimentale devra continuer parce qu'on voit tous les jours arriver des découvertes de ce type-là qui, elles, ont été totalement acquises par l'expérimentation et pas seulement par de l'information et du traitement mathématique. Les deux sont à mener de façon parallèle. Mais voilà, donc on a aussi des révolutions qui arrivent sur notre connaissance du vivant qui sont dues à des expériences faites, d'expérimentation classiques faites en laboratoire. Et alors, par le séquençage et la connaissance de certains gènes, on connaîtra l'exposition à certaines maladies avec une certaine probabilité réelle. Oui, tout à fait. Je donne encore un exemple. Je crois que c'est toujours le cas pour les nouveau-nés. Il y a toujours ce test de la mucoviscidose et de la phénylcétonurie, je crois. Je ne sais pas s'il y en a d'autres maintenant, je ne sais pas trop. Mais il y a toujours ces deux tests qu'on fait avec une petite piqûre au talon du bébé. Certains vous disent que d'ici 5 à 10 ans, ça coûtera le même prix de faire la séquence complète du génome de ce bébé, et on verra très bien s'il a la mutation ou pas, au lieu de s'embêter à le faire souffrir avec une piqûre. Et puis là, on n'aura pas que 2 identifications de maladies, mais des centaines. S'il a une mutation dans des gènes de prédisposition au cancer, et on sait qu'il en existe, hein, et il y en a certains où on sait que c'est important de savoir si on a cette prédisposition, il y a des tests génétiques. Et puis il y a des tas d'autres maladies où on sait très bien quel est le gène et quelle est la mutation. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est bien de le faire? Est-ce que ça va vraiment servir? Parce qu'on peut vous dire pour certaines de ces maladies, de toute façon, on ne sait pas trop comment les traiter. Bon, oui, mais bon. Alors, est-ce que vous, est-ce que moi, je voudrais avoir ma séquence et savoir, vous savez, la crainte qu'a le patient déjà d'aller voir son médecin souvent pour un simple rhume. Donc, si on lui dit à son petit bébé toutes les maladies qu'il risque d'avoir, c'est pas la meilleure des choses à annoncer à la maman. Donc, bon. Donc, demain, avec cette lecture du génome, on connaîtra une identité beaucoup plus intime, une identité biologique de l'individu. Oui, alors là, effectivement, c'est un point extrêmement important. Effectivement, je vous perçois aujourd'hui comme identité de votre personnalité, de la façon dont vous habillez, donc de votre apparence extérieure. C'est l'identité qui vient venir. Je vous perçois de cette manière. Je vais vous percevoir par votre identité intellectuelle aussi, lorsque j'ai eu quelques discussions avec vous, etc. Donc je me fais une idée de votre identité, à la fois intellectuelle, à la fois physique. Mais avec toutes ces données maintenant que nous allons avoir sur nos produits biologiques, notre ADN, on emploie maintenant notre ADN pour plein de choses, mais là, c'est réellement notre ADN, et tous ces paramètres, ces milliers de centaines de dizaines de centaines de milliers de paramètres, je vais connaître, ou je pourrais connaître votre identité biologique. En tout cas, vous aurez maintenant une identité biologique qui est la vôtre, qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de votre voisin, qui est très très spécifique à vous.
Et cette notion d'identité biologique, elle s'ajoute grâce maintenant, ou à cause de, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, de toutes ces données qui arrivent de la génomique et de toutes ces façons dont on pourra maintenant comprendre le vivant. Donc vous allez avoir une identité biologique, pas seulement une identité, disons, extérieure ou intellectuelle, disons, philosophique. Alors j'en vois, étant optimiste, d'abord le bon côté, que mon médecin ait cette identité et sache parer les maladies à venir. Je trouve Exactement. ça très bien. Mais je ne peux pas voir la moitié du verre vide et me dire si mon assureur voit mon futur, euh, Oui. est-ce que ça va rester secret? Est-ce qu'on va pouvoir, parce qu'actuellement les assurances par exemple demandent des bilans santé Oui, avant de vous assurer, absolument. ils demanderont demain ma carte génomique? Là, il faudra que les juristes fassent leur travail, que les gouvernements aussi, les politiciens fassent leur travail et voir jusqu'à quel point on peut demander justement une identité biologique complète à un individu qui veut simplement louer une voiture ou louer un appartement. Comment peut-on aller agir au niveau de toutes les cellules? Est-ce que c'est par le biais des nanotechnologies? Est-ce que Alors, les nanotechnologies vont apporter d'autres choses. Elles vont apporter, et là, là, on va encore, c'est encore une autre dimension que la dimension biologique. C'est des, on va, on va, on va injecter, on va faire que des microparticules, enfin des particules extrêmement petites, qu'on va pouvoir, des capteurs extrêmement petits qu'on va pouvoir faire entrer dans votre cellule, et soit, disons, pouvoir nous renseigner sur comment fonctionne votre cellule ou votre tissu, mais aussi, ce que les gens imaginent, c'est que ce ne sera pas seulement des capteurs, mais des petits, des mini-robots, des micro-robots qui vont pouvoir réparer tout ça. Euh, cette science est une science nouvelle qui est en pleine évolution. Je dirais que là, on est sur un avenir un peu plus tardif, mais c'est l'évolution, c'est une évolution qu'on peut considérer qui va aller vers un succès technique et qui sera faisable, qui sera applicable dans ce siècle, on va dire. Après, c'est très difficile, vous savez, de prédire. Encore une fois, même quand vous avez la technicité, et bien sûr, dès qu'il s'agit de soigner un individu, il ne faut pas qu'il y ait de réaction secondaire. autre méthode dont j'ai entendu parler en ingénierie tissulaire, c'est la Hmm. fabrication de néo-organes Oui. par des imprimantes Ah, biologiques 3D. les 3D. Euh, on en est où à ce niveau-là? Et alors évidemment, les imprimantes 3D, ça fait rêver puisque vous injectez comme ça des cellules et vous utilisez des cellules pour construire dans votre machine qui est en fait une imprimante. Hein, au lieu d'injecter de l'encre, elle injecte des cellules. Et on essaye donc d'empiler des cellules qui vont à la limite, à la fin, se mettre en symbiose et vont former un organe. Ça en est à l'état de l'expérimentation pour l'instant. Il y a des choses intéressantes qui sortent. On voit qu'on arrive à faire certaines choses. On n'en est pas à la construction d'un organe qu'on va vous transplanter demain, ça c'est pas possible, je vous le dis tout de suite. Mais c'est effectivement quelque chose qui devient intéressant. Envisageable. Oui, c'est une voie qui est probablement intéressante à prendre parce que ça miniaturise beaucoup les choses et ça permet une énorme manipulation expérimentale quoi, qui devient intéressante pour l'expérimentateur en tout Je cas. trouve ça aussi impressionnant que ce que j'avais lu de Greg Winters, qui avait de novo créé une cellule. Il a- Il a créé une nouvelle bactérie en fait, et où il a créé de novo en faisant de manière synthétique, c'est-à-dire qu'il a fait synthétiser par un robot l'ADN complet de cette cellule, c'est-à-dire notre information génétique. En gros, ce disque dur, il a reproduit, mais de façon synthétique. Il n'a pas prélevé d'une cellule pour le remettre dans une autre. Il a fait chimiquement. Donc, tube à essai, il a fait cet ADN, il a reconstruit, et il a réussi en le transplantant dans un sac vide, on va dire, pour être imagé, à reproduire, une cellule vivante, une bactérie. Personne, franchement, pensait au moment où il a sorti que ça pouvait être déjà possible. Mais bon, voilà, ça a été possible. Après, à partir de là, évidemment, la question c'est est-ce qu'on peut modifier cela? Et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle maintenant effectivement la biologie synthétique. C'est-à-dire, à partir du moment où vous pouvez manipuler le vivant,
vous pouvez le comprendre, et vous pouvez l'interpréter. Est-ce que vous ne pouvez pas le modifier et inventer de nouvelles fonctions qui n'existent pas encore? Alors ça, on le fait déjà chez la bactérie. Chez la bactérie, on fait des bactéries qui mangent le pétrole ou qui produisent certains médicaments parce qu'on les a modifiés. Mais ça, c'est des organismes modifiés. Mais ça existe déjà, ça fonctionne et ça s'utilise. Là, pour du vivant, quand on arrive à du vivant un peu plus élaboré, on va dire, là, effectivement, les questions qu'on peut se poser là sont vraiment des questions de type éthique. C'est-à-dire, euh, voilà, alors, voilà, est-ce que l'évolution normale au cours des temps aurait créé l'individu que moi, maintenant, je vais pouvoir créer? Quelles sont les dérives possibles de cette manipulation? On peut en voir l'intérêt de créer certains organismes à qui on va pouvoir faire des choses qui coûtent très cher ou des médicaments qu'on n'arrive pas à faire de façon chimique à l'heure actuelle, des tas de choses comme ça. Après, il faut avoir aussi une vision long terme et se dire quels sont aussi peut-être les dangers ou comment peut-on réglementer ça. Voilà. Donc la biologie synthétique, je dirais, est quelque chose de très important qui va devenir, qui est accessible et maintenant, mais qui demande peut-être, qui est le secteur peut-être qui demande au niveau de la biologie, du vivant, etc., le plus de réflexion éthique à l'heure actuelle. Ça, c'est clair. Ce n'est pas la bioinformatique, à mon avis. La biologie synthétique, c'est beaucoup plus important, à mon avis, à réfléchir sur le plan éthique. Alors, si on s'amusait à faire de la science-fiction du 21e siècle, puisque la science-fiction du siècle dernier devient réalité, bon, on peut s'amuser à faire Oui. de la science-fiction pour le futur, qu'est-ce que vous imagineriez pour les cellules humaines leur faire qu'elles ne font pas actuellement? Mais déjà, ce qui serait bien, c'est de ne pas leur faire de bêtises. Ça, c'est surtout ça. Parce que Ouais. finalement, le vivant lui-même, c'est le fruit de millions d'années d'essais qu'a fait la nature. Et elle a gardé ce qui était intéressant, on va dire, ce qui fonctionnait le mieux, qui était le plus résistant à l'environnement, au rayonnement, à des tas de choses qui nous agressent tous les jours, aux virus, aux bactéries, etc. Donc, elle a bien travaillé, la nature. Et donc, se vouloir être, c'est pas l'apprenti sorcier, parce que bon, c'était une phrase facile à dire, mais vouloir essayer de dire, bon là maintenant, je vais essayer de trouver une fonction qui serait particulièrement pertinente pour mes cellules. Je crois que là, on ferait des grosses erreurs parce que bon, on ne sait pas quelles seraient les réactions de créer telle ou telle fonction. Quelle réaction secondaire elle aurait sur telle autre ou telle autre ou telle autre. À l'heure actuelle, ce n'est pas du domaine du réalisable. Mais par contre, l'empêcher de faire des bêtises. Ça, je pense, quelque chose qui est important et qui est en train d'arriver. Et on en parlait tout à l'heure, les modifications du génome qui peuvent être faites, euh, les, les, les nanotechnologies qui vont pouvoir permettre de repérer dès qu'il y a une cellule qui ne va pas bien, pour pouvoir plus vite soigner l'individu, tout ça, oui, ça va arriver. Et ça, ce sont déjà des choses extrêmement intéressantes. Euh, Maintenant, imaginer des fonctions futures qu'on va inventer, moi, j'en vois pas. Mais à part, je vous dis encore une fois, qu'elle ne fasse pas de bêtises. Et la deuxième chose aussi qui est importante, à part qu'elle ne fasse pas de bêtises, éviter aussi le vieillissement, qui est quand même une chose importante à laquelle tout le monde pense au moins à un certain moment de sa vie. Et donc, et là, le vieillissement cellulaire, il existe. Les questions se posent à l'heure actuelle sur l'immortalité. Je pense qu'elles ont un sens. Je pense qu'elles ont du sens. Euh, euh, on arrive à une période où on peut se poser la question, effectivement, jusqu'à quel point on va pouvoir retarder finalement l'âge de la mort, on va dire, voire apporter une certaine immortalité, si on veut dire, au niveau des accidents que peut avoir la cellule et peut avoir l'individu. Maintenant, si la personne prend la voiture et qu'elle a un accident, là, bon, à moins de lui Oui. mettre une carapace de titane, je ne vois pas très bien comment on peut changer les choses. Mais euh, ce sont des questions, oui, qui sont actuelles. Je pense que c'est une erreur de penser que c'est de la science-fiction complètement l'immortalité. Je ne pense pas. On est dans une période, dans ce siècle-là, où je suis absolument certain que ces questions se poseront. Elles commencent à se poser.
On n'est qu'au début du XXIe siècle. Je suis totalement certain que ce sont des questions qui se poseront de façon accrue au cours de ce siècle. Oui, parce qu'on arrive à comprendre, on va arriver à soigner, on retarde de toute façon, vous le savez, tous les ans l'âge. On dit que les enfants qui naissent aujourd'hui ont une 8 chances sur 10, je ne sais pas trop bien, d'être des centenaires Oui, oui, maintenant. Donc je ne sais plus que le pourcentage est énorme, énorme. énorme. Donc voilà, on est en train de reculer, reculer, et je pense que ce recul progressif qu'on a vu arriver avec tous les soins aux malades, etc., va commencer à prendre une croissance exponentielle avec toutes ces nouvelles technologies. Donc, ce ne sera peut-être pas l'immortalité, mais on va repousser ces limites du vieillissement cellulaire. Et ça, je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise chose. Non, non, ça, Alors, ça posera peut-être d'autres problèmes économiques, mondiaux, etc. Ça, c'est pour les plasticiens, oui. ça pour les plasticiens, pour les plasticiens aussi, pour les plasticiens aussi. Mais et puis voilà, après il y a toutes les retombées économiques d'avoir une situation, une population qui Oui, vieillit, et voilà, les conséquences sont énormes. ça nous en C'est un parlerons. changement de. Est-ce qu'au niveau cellulaire, la lutte contre le vieillissement cellulaire, est-ce que ça passe par les télomères, les télomérases, etc. Bah, pour l'instant, oui, les télomères sont très engagés dans cette. Il y a beaucoup d'études, tu vois, sur les télomères, puisqu'on sait Est-ce que. que vous pouvez en dire deux mots pour un public non averti? Bah, les télomères, c'est les séquences qui se trouvent au bout des chromosomes. Et ces séquences-là, bon, leur métabolisme fait que il est important dans le vieillissement cellulaire. Voilà, si je... Et donc, travailler sur ces séquences qui se trouvent en extrémité, essayer de comprendre comment elles se raccourcissent ou comment on peut les allonger sur le plan expérimental, c'est quelque chose d'important à connaître pour comprendre le vieillissement. Mais il n'y a pas que les télomères pour comprendre le vieillissement cellulaire. Il y a aussi bien d'autres choses qui se passent au niveau simplement au niveau des oxydations. On respire de l'oxygène, donc on est sans arrêt en train d'oxyder notre organisme. Et c'est un ensemble de choses qui peuvent se travailler. Aussi, il y a certains gènes, si vous voulez, qui interviennent de façon beaucoup plus importante dans le vieillissement cellulaire, dans la mesure où, par exemple, ils seront de moins en moins exprimés et qui vont fatiguer, on va dire, davantage la cellule. Bon, tout ça, c'est améliorable. Tout ça, c'est améliorable. Dont les télomères, ce sera sans doute améliorable. Maintenant, est-ce que ce sera la panacée universelle dont je pense le vieillissement cellulaire et le vieillissement pas seulement cellulaire, mais aussi de l'individu en soi, parce que c'est la cellule isolée, mais aussi l'organe et puis l'ensemble. Puis il y a le cerveau aussi. Oui. Il y a le vieillissement cérébral avec perte de matériel aussi. Et donc là, il faudra assurer pas seulement le renouvellement de ces cellules, de telle manière à ce que ce renouvellement ne donne pas non plus une anarchie cellulaire, comme dans le cas d'un cancer. Enfin, ça pose d'autres problèmes après. Chaque chose, quand on la corrige, peut provoquer aussi des problèmes. C'est pour ça que l'avancée des sciences et leur application dans le médical et dans les soins aux malades prend toujours un peu de temps, parce que voilà, on sait que quand on entend une grande découverte a été faite, des fois on va très très vite en raccourci, donc demain on va pouvoir soigner. Non, c'est pas demain, ce sera peut-être après-demain ou après-après-demain, mais ça va prendre encore du temps. Monsieur Méchali sera le mot de la fin. Merci infiniment pour tout le temps que vous nous avez accordé, tous les éclaircissements que vous nous avez apportés. Et certainement à bientôt. Merci beaucoup, je vous remercie.